présenter en fait quelques résultats et quelques réflexions que j'ai pu avoir durant c'est presque 3 années de thèse. Donc l'idée de cette thèse, c'était de voir un peu ce qui était fait actuellement dans le milieu marin. Comme on a pu le voir jusqu'à présent, on a beaucoup parlé des milieux terrestres, dont les milieux aquatiques et les zones humides. Et donc on avait peu de billes en fait sur les pratiques actuelles sur les écosystèmes côtiers et marins. Donc durant ma thèse, j'ai pu faire une analyse en fait, d'une 50aine d'études d'impact qui ciblaient des projets côtiers et marins, donc assez diverses, qui vont des dragages, clapages, à des projets d'infrastructures portuaires, d'extraction de granulats, donc tout ce qui est aussi EMR, exploitation pétrolière, etc. Donc différents types d'activités qui génèrent différentes pressions sur les différentes façades maritimes françaises et aussi dans l'ultramarin. Donc la plupart de ces études étaient plutôt des études qui avaient été élaborées récemment, dans les 5 dernières années. Et ce que je tenais aussi à préciser, c'est des études d'impact qui étaient aussi à proximité de zones naturelles d'intérêt à intérêt écologique. Voilà. Donc l'idée, c'était de voir comment était déclinée cette séquence ERC, donc d'étudier les pressions générées par ces projets et les impacts, et voir quelles étaient les mesures qui étaient proposées afin de réduire, d'atténuer les impacts sur les écosystèmes côtiers et marins. Donc ce qui était assez surprenant ou pas, c'est que la plupart des mesures qui étaient proposées étaient des mesures de suivi, donc à 42%. On avait aussi beaucoup de mesures de réduction, très peu de compensation et peu d'évitement. Et on a aussi des mesures d'accompagnement donc, qui sont là pour donner souvent des garanties supplémentaires d'efficacité écologique des mesures, mais aussi pour faciliter l'acceptation des projets. Donc c'est des mesures qui ne sont pas opposables, mais qui sont souvent proposées dans les différents projets pour améliorer l'acceptabilité. Donc ce qui m'a permis d'avoir un peu une vision critique en fait, de l'application actuelle de la séquence ERC dans ces études d'impact. Donc on s'est aperçu que la phase d'évitement était quasi absente ou mal renseignée. Dans l'ensemble de ces études d'impact. Et donc soit cette phase d'évitement était prise en compte lors de l'étude de faisabilité, donc en amont de l'étude d'impact, elle n'apparaissait pas forcément dans ces études, ou lors des processus de concertation avec le public. Pour ce qui est de l'étape de réduction, donc, elle ciblait particulièrement des impacts temporaires à 68%. Par exemple, réduction de la turbidité lors des dragages, mais que ce type de mesure de réduction nécessitait un suivi, un contrôle, et que souvent, les garanties étaient insuffisantes. Donc on ne savait pas forcément si le contrôle était vraiment fait. Et la dernière étape, oui, qui est la compensation. Alors, étonnamment, on s'est aperçu que cette étape de compensation n'était pas toujours la dernière étape. Pas forcément d'autres mesures qui étaient proposées en amont. Donc en termes de pratiques de compensation, qu'est-ce qu'on trouve actuellement dans le milieu marin? On a 3 types de mesures, on va dire. On a des mesures de restauration active qui font appel à de la restauration écologique ou à l'ingénierie écologique, qui vont cibler les espèces clés de voûte ou ingénieurs. Donc c'est des espèces qui se trouvent particulièrement sur la bande côtière. On va mettre en place par exemple des récifs artificiels. On peut avoir aussi des mesures qui sont liées à la transplantation de coraux, d'herbiers. Alors je tiens à préciser que ces mesures de transplantation, normalement, à strictement parler, ce n'est pas de la compensation, c'est de l'évitement ou de la réduction d'impact. Mais elles sont très souvent placées dans le volet compensation des études d'impact. On a aussi des mesures de restauration passive, donc en fait, qui sont liées à la protection et à la gestion. On va diminuer les pressions qui sont souvent assez multiples dans le milieu marin, les pressions anthropiques, afin de préserver certains écosystèmes qui sont menacés. Par exemple, dans une zone où vous avez du chalutage illégal, on va pouvoir mettre en place des récifs de protection, ou dans des endroits où on a des mouillages forains assez importants et des zones d'herbiers à préserver, on va pouvoir mettre en place des mouillages écologiques. Donc on diminue les pressions. Et ces mesures sont souvent mises en place ou peuvent passer par la mise en place au sein d'aires marines protégées. Alors, je reviendrai sur
les conditions et le principe d'additionnalité plus tard. Et un dernier type de mesures qui, en fait, ne se retrouve pas dans les études d'impact sur le terrestre, qui sont l'acquisition de connaissances et la sensibilisation. Donc on considère actuellement que même si ces mesures ne fournissent pas de gains écologiques tangibles, vu les connaissances lacunaires qu'on a sur le milieu marin, il peut être intéressant de financer ce type de mesures par le biais de la compensation. Donc voilà, je tenais à préciser, c'est une spécificité marine. Donc l'idée, c'est de voir en quoi ces mesures de restauration peuvent être des solutions de compensation au vu des exigences de la compensation. Donc pour avoir une mesure compensatoire pertinente, il faut qu'on puisse calculer des gains écologiques. Donc il faut avoir des standards qui soient clairs et bien définis pour avoir déterminé l'efficacité écologique de la technique de restauration. Ce qui peut sembler anodin, mais on ne retrouve pas forcément ces critères dans les protocoles de suivi. Il faut aussi qu'on ait une idée de l'incertitude liée à la mesure de restauration, donc avoir une idée un peu des différentes causes d'échec, d'autres techniques similaires qui auraient été utilisées, et voir un peu quelles sont les incertitudes liées à cette technique. Avoir aussi une idée de la faisabilité économique qui passe par le renseignement des coûts, ce qui est vraiment très important aussi dans la mise en place de mesures compensatoires, et avoir aussi une idée de la résilience des écosystèmes pour avoir une idée du temps de suivi, temps de récupération, et est-ce qu'on a vraiment intérêt à mettre en place une mesure si on a affaire à un milieu qui est résilient. Donc au vu de ces différents critères, on peut définir si une technique peut être utilisée pour la compensation. J'ai parlé de la problématique de l'évaluation de l'équivalence. Donc je voulais revenir sur l'absence en fait, de méthode qui est assez prégnante dans les études d'impact actuellement pour le milieu marin. Et donc on a développé donc, avec Adeline qui fait sa thèse CIFRE avec EDFN et l'UMR-Amur, une méthode hybride qui se base en fait sur deux méthodes américaines. La méthode HEA qui est utilisée normalement pour évaluer les pertes liées à des impacts accidentels, et la méthode UMAM qui est une méthode multicritère qui est utilisée en routine en Floride pour évaluer les besoins en termes de compensation des zones humides et des herbiers. La plus-value de cette méthode, en fait, c'est qu'elle va pouvoir prendre en compte la temporalité. Donc on va noter ces différents critères aux différentes étapes du projet, donc à l'état initial, pendant la phase de travaux, pendant la phase de fonctionnement, et après démantèlement si c'est le cas. Et donc ces scores vont aussi intégrer l'enjeu environnemental lié à l'écosystème qu'on évalue. Donc l'enjeu environnemental, il est souvent lié à est-ce que cette espèce ou cet habitat est rare, menacé, est-ce qu'il a une forte résilience ou pas. Donc là, c'était vraiment pour essayer de faire évoluer les pratiques de compensation en ayant une évaluation des gains et des pertes qui soit un peu plus robuste que ce qui est fait actuellement. Et donc je tenais quand même à parler du volet gouvernance, que au début de ma thèse, la réflexion était plutôt basée sur des problématiques méthodologiques et techniques, et je me suis aperçue que l'aspect gouvernance est vraiment un point à traiter lorsqu'on parle de compensation. Et donc l'idée là, c'était de se dire, bon, donc en France actuellement, on en est là. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont mis en place d'autres pratiques avec d'autres instruments de compensation? Si oui, comment? Quels sont les éléments importants qui ont pu faire émerger de tels instruments? Donc l'année dernière, j'ai pu mener une mission aux États-Unis pour voir différents sites de compensation et voir comment eux mettaient en place des mesures de compensation pour des impacts sur le milieu marin. Et ce qui m'a permis d'essayer de voir pourquoi certains instruments avaient émergé, étaient pertinents et efficaces, et d'autres non. Mais l'idée était vraiment que si on regarde la compensation qu'au niveau de solutions d'ingénierie écologique et de restauration, on manque quand même de billes pour faire évoluer les pratiques. Vraiment intérêt à voir un peu en termes de gouvernance, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à reconfigurer un peu les acteurs qui travaillent sur ces problématiques et à intégrer
des acteurs tels l'Agence des aires marines protégées, des ONG environnementales, des socioprofessionnels, gestionnaires de sites Natura 2000, etc., des scientifiques, au sein d'entités hybrides. Donc c'est des configurations qui ont fonctionné dans le cadre américain, à réfléchir comment on pourrait les intégrer dans le cadre français. Et une deuxième réflexion, c'est en termes d'adaptation des échelles, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi réfléchir, en particulier pour les écosystèmes marins, à réfléchir en termes de spatialité donc plus large, plus réfléchir à l'échelle des projets, mais plus à l'échelle d'enjeux. On a des façades ou des régions qui ont certains enjeux économiques importants. Donc, je suis basée à Montpellier, le Languedoc-Roussillon a des problèmes d'érosion côtière importante, avec des rechargements de plages qui sont faits, qui sont assez fréquents. On a des impacts qui sont quand même récurrents. Donc, pourquoi pas réfléchir à l'échelle de cette région en termes d'impact des rechargements et d'impact sur, par exemple, des écosystèmes particuliers que sont les herbiers. Et aussi réfléchir sur un temps plus long, vu la variabilité du milieu marin. Est-ce qu'on n'aurait pas aussi intérêt à mettre en place des moyens de surveillance, alors qu'ils sont déjà mis en place par le biais d'autres politiques environnementales actuellement, mais sur des temps plus longs, pour avoir vraiment de meilleures évaluations des impacts. On peut s'appuyer sur des outils qui sont en cours d'élaboration et sur lesquels on va devoir travailler de plus en plus, ces outils de planification maritime, où là on peut prendre en compte de façon plus intéressante les impacts cumulatifs. Et enfin, le volet environnemental donc, de ces documents stratégiques qui sont les PAM. Au sein de ces PAM, on a des volets surveillance qui sont intéressants et pourquoi pas, qui pourraient permettre d'avoir aussi une évaluation des impacts sur des temps différents, avoir des baselines plus conséquentes sur certains écosystèmes et avoir qui permettrait en fait de réfléchir un peu à la séquence ERC et peut-être plus axer notre réflexion sur l'évitement et la réduction que sur la compensation, parce qu'on voit que les solutions actuelles sont limitées en termes de compensation. Donc réfléchir de façon un peu différente à notre approche sur le milieu marin. Et pour conclure, donc on voit qu'on a une émergence assez importante de nouvelles activités maritimes. On parle des OMR en particulier, et la croissance d'autres activités. On fait appel à la croissance bleue à tous les niveaux, au niveau international, européen et français. L'OCDE prévoit un doublement de la valeur ajoutée liée aux activités maritimes d'ici 2030, ce qui n'est pas anodin. Donc il est vraiment intéressant d'avoir une réflexion approfondie sur ces questions. Et donc j'ai essayé de montrer qu'à la fois il y avait des réflexions à mener en termes d'amélioration des méthodologies et des techniques de restauration, mais aussi une nécessité de développer des nouvelles approches et donc de repenser un peu la configuration des échelles spatio-temporelles et des acteurs.